Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va démarrer d'ici une trentaine de secondes. Parfait. Donc, encore une fois, bonjour, bienvenue tout le monde. Le sujet du jour, le reporting ESG intégré à la gestion d'entreprise. Je pense que c'est un sujet qui est fondamental aujourd'hui, que tout le monde a pris conscience qu'il va falloir produire quelque chose concernant la thématique ESG. Je mentionne juste en point de départ, quand je parle de reporting, je parle bien entendu du processus de production du rapport qui, in fine, n'est que le résultat, on va dire, de ce processus. Parce que c'est vrai qu'en discutant avec beaucoup de monde, on se rend compte que parfois, le rapport, c'est le seul objectif en fait de la démarche, et c'est clair qu'aujourd'hui ça ne suffit plus. Donc moi je m'appelle Dominique Di Grande, j'ai un rôle global au sein de Talentia. Je suis basé dans notre succursale suisse à côté de Zurich, et je m'occupe en fait de tous les sujets transverses au sein de la business unit Talentia CPM. Évidemment, le sujet ESG, on en parlera aujourd'hui, est clairement en fait un sujet transverse. Alors, Talentia en quelques mots, donc on est un éditeur de logiciels européen avec un siège en France. On a environ 2000 clients et on le voit sur la carte, on a commencé le développement en Amérique, mais depuis plus de 20 ans, on est clairement actif en Europe et particulièrement en fait au sud de l'Europe avec probablement la France, l'Italie et la Suisse étant vraiment les marchés où on est le plus présent. Talentia s'adresse à deux communautés qui aujourd'hui convergent d'une certaine manière grâce à la thématique ESG. D'ailleurs, la notion de convergence est quelque chose dont on va beaucoup parler aujourd'hui, parce que finalement, vous le voyez, j'ai les cheveux gris, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je travaille sur ces sujets. Et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est que tout un ensemble d'initiatives en fait, qui se sont accumulées dans les 20-25 dernières années, aujourd'hui, elles convergent toutes grâce à cette thématique ESG. Et j'en parlerai plus tard. Donc, effectivement, Talentia, de ce point de vue-là, on est très présent sur toute la partie gestion du capital humain et également sur la partie finance, solutions à la disposition des directions financières, une partie transactionnelle qui nous intéresse moins aujourd'hui et une partie analytique qui est vraiment le cœur de sujet qu'on va traiter aujourd'hui. En deux mots, la solution qu'on vous présente aujourd'hui, Talentia CPM, est une solution à destination des ETI qui, de mon point de vue, est très adaptée pour aborder en fait la thématique ESG, parce qu'en termes de projet, on est le plus souvent sur une approche de coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une vingtaine de journées, on a exécuté une première itération et on a formé le client pour qu'il soit relativement autonome pour continuer le développement et pour maintenir la solution. Et ça, évidemment, avec une thématique où les spécifications sont mouvantes et où ce qui est attendu n'est pas forcément clair, mais on sait que ça va nous accompagner pendant les 10-15 prochaines années, cette approche agile soutenue par le logiciel est évidemment assez intéressante. Et depuis 5 ans, on a fait un gros travail pour passer en fait d'un logiciel on-premise à un logiciel SaaS dans le cloud, à aujourd'hui ce qu'on appelle en fait un native cloud,
ça veut dire que les nouvelles fonctionnalités en fait, sont poussées de manière transparente tous les mois pour mise à disposition du client. S'il souhaite l'activer, il l'active. S'il ne souhaite pas l'activer, en fait, il le laisse désactiver. Mais en tout cas, il n'y a plus cette notion de release, de hotfix. Les fonctionnalités, elles arrivent en fait au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on se rend compte que de nouveaux besoins émergent. Et une fois de plus, avec le SG, étant donné qu'on est sur quelque chose de mouvant, les nouveaux besoins, en fait, pour soutenir le processus de reporting émergent quand même assez souvent. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, ça va durer une trentaine de minutes. On va voir passablement de choses. Ça va aller relativement vite, mais je pense que le sujet, quand même, on en parle depuis un sacré moment. Donc, j'ai tendance à penser que vous avez tous déjà en fait une bonne idée de ce qui est attendu. Et là, on va rentrer plus sur la partie opérationnelle qui est de dire comment je mets en œuvre de manière pragmatique. Parce que l'approche Talentia CPM, guidée par notre état d'éditeur et guidée par le côté agile du logiciel, est de dire soyons pragmatiques dans la démarche, fonctionnez par itération, n'essayons pas de fixer des objectifs trop ambitieux dès la première année, mais avançons justement de manière étape par étape. Alors que d'autres vont peut-être proposer une approche qu'on appellerait plus Big Bang. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est plus que c'est un choix et effectivement, pour faciliter la courbe d'apprentissage, probablement qu'une approche pragmatique, itérative est plus efficace. Si l'entreprise a déjà une très bonne compréhension, connaissance et peut-être expérience de ce qui doit être fait, peut-être qu'une approche Big Bang de re-engineering de ce qui existe déjà est pertinente. Alors, le contexte réglementaire, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. J'aimerais juste en fait mettre l'accent sur le fait que ce dont on parle avec l'ESG et avec la directive CSRD, c'est quelque chose de majeur et d'important. Parce qu'il m'arrive encore de temps en temps d'être confronté à la remarque, la question du type « mais est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire, qui est nécessaire, qui va être pérenne ?» Alors, sur ce slide, on voit principalement trois choses. La première, c'est que le pacte vert, le Green Deal, qui est en fait poussé par l'Union européenne, c'est un énorme chantier qui a démarré en 2019 sous le sponsorship d'Ursula von der Leyen et qui, depuis 5 ans, a transformé de manière massive la manière et en profondeur la manière dont on va faire du business dans l'Union européenne. De ce point de vue-là, la CSRD, c'est presque un peu la cerise sur le gâteau et je vais en reparler plus tard, cherche à harmoniser la manière dont les entreprises publient ce qu'elles font. Et pourquoi il faut harmoniser cette démarche, j'y reviens dans quelques secondes. Le dernier point que je souhaite mentionner aussi, c'est une autre directive est en cours de validation. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux débats et de nombreuses oppositions en fait, à la CS3D. Néanmoins, je pense qu'elle va être promulguée cette année. Et la CS3D sous-entend qu'il va falloir en fait mettre en place une vigilance tout au long de la chaîne de valeur, en amont et en aval, et pas uniquement sur les émissions de carbone, comme c'est déjà obligatoire aujourd'hui avec la CSRD et avec le périmètre Scope 3, en fait, qui est le périmètre des fournisseurs, mais ça va traiter de tous les aspects environnementaux et de tous les aspects sociaux. Donc, c'est colossal. Et une fois de plus, je ne pense pas qu'en tant que société, il faille être exhaustif, en tout cas pas les 5 premières années. Néanmoins, c'est quand même important d'en avoir conscience.
Un autre aspect qui explique pourquoi la CSRD, en 2 mots, c'est que avant le Green Deal, on avait déjà une norme pour les grandes entreprises qui s'appelait la NFRD et on leur demandait en fait de publier leurs efforts associés en fait à la dimension ESG. Et cette norme devait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. En gros, maintenant. Alors pourquoi on a transposé ou remplacé NFRD avec CSRD? En fait, pour 2 raisons. On s'est rendu compte que il fallait vraiment aller plus loin dans la construction du rapport final et intégrer beaucoup plus d'aspects méthodologiques. Parce que si on ne le faisait pas, les entreprises avaient tendance en fait à publier de manière relativement sommaire et de ne pas en fait intégrer la dimension méthodologique dans tous les aspects opérationnels de la société, voire de la chaîne de valeur. Et donc, on est passé à la CSRD avec une volonté d'harmoniser plus et surtout, en fait, la publication doit refléter une réalité opérationnelle de la société, voire stratégique. Et c'est là qu'on parle de nouveaux thèmes comme la double matérialité, le devoir de diligence, etc., etc. Chose que la NFRD ne traitait pas avec autant de spécificité. Un autre aspect qui illustre aussi le fait qu'on est sur une directive absolument clé et importante pour l'ensemble du monde de la réglementation, c'est que aujourd'hui, la non-conformité. Alors, on va le faire en 2 temps. La première chose, c'est que pour l'instant, les pays sont en train de transposer la directive dans le droit local. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore une visibilité détaillée sur les sanctions et les risques dans chacun des pays, parce que pour l'instant, il y a principalement la France et la Finlande qui sont allés au bout de la transposition locale, et les autres pays, c'est en cours. Mais par exemple, que ça soit en Finlande ou en France, on arrive quand même sur des sanctions pénales. Donc là, en France, par exemple, la non-désignation d'un commissaire aux comptes, la non-convocation d'une assemblée générale ou la non-certification des informations en matière de durabilité expose en fait le dirigeant à une sanction pénale. En Finlande, ils ont aussi voulu aller dans cette direction-là. Ils ont décidé finalement pour le moment de ne pas le faire. Mais c'est quand même impressionnant à quel point le risque de non-conformité a augmenté avec la CSRD. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'après, il y a aussi des amendes, enfin, il y a toute une structuration en fait, des sanctions qui existent. Mais simplement, je voudrais juste mentionner qu'à côté de ce risque de conformité ou de non-conformité, il y a également toujours le risque de réputation qui est quand même un risque important pour les sociétés d'une certaine taille qui ne joueraient pas le jeu, puisqu'en fait, il y a énormément, on est scruté par de nombreuses associations, organisations externes, aussi par ses clients, par ses financiers, par ses employés même. Donc en fait, il y a quand même en fait un risque de réputation associé au fait qu'on ne ferait rien dans ce domaine. Et le dernier point, mais ça je vais en parler plus tard en plus en détail, il y a évidemment un risque business associé en fait à le changement climatique, l'augmentation de la volatilité et l'impact de cette volatilité sur les entreprises. Donc, entrons dans le vif du sujet. Alors, je pense que au niveau de la convergence entre la performance et le risque, on est aussi sur la mise en pratique de choses qui ont été décidées depuis quelques années déjà. Par exemple, en France, si on prend le document d'enregistrement universel, qui est exigible depuis 2019 et qu'on lit les attendus,
on se rend quand même bien compte qu'il est déjà important de décrire et de présenter dans le rapport un certain nombre de risques et comment ces risques influencent ou sont liés à la stratégie, à l'exécution opérationnelle de la société. Donc, l'idée d'avoir un reporting intégré entre le pilotage, la performance globale et la prise en compte des risques, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisqu'en fait, l'attendu existe en dehors de tout contexte ESG depuis 2019. D'ailleurs, je me permets de revenir sur le titre. C'est vrai que le concept de value reporting, c'est un concept qui est très ancien aussi, puisque initialement, on avait tout un ensemble d'organisations qui produisaient du standard au niveau global. Et en fait, ces organisations ont également fusionné pour arriver en fait à une organisation qui s'appelait Value Reporting Foundation, qui elle-même en fait est venue se rattacher au monde IFRS. Et aujourd'hui, en fait, en tout cas en Europe, on n'a plus que deux chapeaux qui globalement se parlent et s'alignent, qui est en fait le monde IFRS et le monde de l'Union européenne avec l'EFRAG comme pilote de ces transformations. Donc, on voit ici les attendus du standard ESRS. Et donc, on voit en fait que on traverse toutes les couches de l'entreprise. Et donc, on n'est pas uniquement sur le côté performance, COMEX, stratégie, budget, planning, mesure, etc. Mais on est également au niveau du conseil d'administration et des bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de l'exécution stratégique en fait dessinée par la direction de l'entreprise. Donc, on voit bien en fait que les différents standards traversent toutes ces couches. Et un autre élément qui est important ici, c'est que on peut croire ou non à l'ESG en tant que thématique. Par contre, ce qui a été validé, prouvé par de nombreux écrits académiques, c'est que une bonne gouvernance, et la notion de bonne gouvernance, c'est quelque chose qui a été décrit et puis on sait clairement en fait ce que ça sous-entend. C'est en général une gouvernance équilibrée. Une bonne gouvernance est un moteur pour la performance de l'entreprise à moyen terme et à long terme. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est plus important de voir l'ESG comme quelque chose qui va participer à la bonne gouvernance plutôt que quelque chose qui va sauver la planète. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut parce qu'après, il y a un côté plus politique, conviction, etc. Mais je pense que l'ESG est un vrai contributeur à une bonne gouvernance. Donc, avant, je vous ai montré l'image de l'EFRAG et de l'Union européenne à travers le standard ESRS. Cette image-là, elle existe depuis très longtemps, en fait, et elle a été développée par TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Et de mon point de vue, c'est la traduction opérationnelle de ce qui a été présenté dans la slide précédente. Et cette traduction opérationnelle sous-entend, pour faire simple, la prise en compte de tout un ensemble de risques, d'opportunités potentielles, d'autres inducteurs pour jouer des scénarios dans la démarche de planification et sur la base de ces scénarios, prendre des décisions de transformation, prendre des décisions de pilotage. Donc, quand on parlait de convergence, moi, c'est vrai que dans le monde du CPM, de la Corporate Performance Management,
ça fait à peu près 20 ans que je parle du fameux driver-based planning, donc planification par les inducteurs. Ici, on est en plein là-dedans. On est en plein sur ces aspects-là. Mais évidemment, pour faire ça et pour avoir de multiples scénarios et pour pouvoir faire évoluer les paramètres en entrée, les variables de manière relativement dynamique et puis sans contrainte, il faut un outil. C'est clair que manuellement, on peut faire ça pour 1 ou 2 scénarios, mais la charge de travail devient trop grande sans un outil sous-jacent qui vous permet en fait de développer facilement les modèles et de faire vivre le cycle de vie des modèles sur la durée et à chaque fois en fait de jouer des scénarios sur le modèle actuel, voire de rejouer des scénarios sur une version antérieure du modèle. Donc ça, c'est tout des concepts qui existent dans les outils de CPM depuis un certain temps, mais voilà, qu'il faudrait maintenant mettre en œuvre. Une fois de plus, pas parce que c'est demandé par la régulation, mais parce que le changement climatique crée de la volatilité, et la volatilité, c'est un peu l'effet papillon. Donc on va dire qu'une sécheresse ou une inondation quelque part peut avoir des conséquences en chaîne un peu partout dans le monde. Et selon où se trouvent vos usines, vos fournisseurs, selon vos chemins logistiques, etc., il faut en avoir conscience et en avoir le contrôle dans une certaine mesure. Donc voilà, pour le positionnement du défi de ce qu'il y a à mettre en œuvre, de mon point de vue. Sans entrer dans les détails, on parle beaucoup de la chaîne de valeur. Et c'est vrai que la chaîne de valeur a tendance en fait à effrayer un certain nombre de sociétés qui se disent « Waouh, c'était déjà compliqué de traiter la société en tant que telle, avec son écosystème et sa sophistication. Maintenant, en plus, il va falloir que je traite la chaîne de valeur en amont, en aval et peut-être sur plusieurs niveaux. » Alors là, j'ai tendance à dire qu'avec une méthodologie comme ces diagrammes d'entrée-sortie, finalement, on peut très facilement découper la chaîne de valeur en unités d'analyse et appliquer la même méthodologie sur chaque unité d'analyse. Et ça, c'est à nouveau quelque chose où le produit, la solution technologique, supporte facilement ce type d'approche. Et ce n'est pas parce que je découpe en fait ma chaîne de valeur que je suis obligé de travailler avec la même complétude sur l'ensemble des étapes. Ou alors, je peux au début être très exhaustif dans la profondeur sur la société elle-même. Par contre, être très sommaire, par exemple, sur la partie distribution ou sur la partie fournisseur. En me disant, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, lors du prochain cycle, de la prochaine itération, j'irai une étape plus loin. Donc, je pense que c'est important d'avoir une méthodologie qui permet de découper les choses dans des unités homogènes que je ne vais pas traiter forcément de la même manière dès le début, mais que petit à petit, je vais faire monter en maturité. Ensuite, ça, vous en avez sûrement entendu parler aussi, cette fameuse double matérialité. Donc, je pense que la double matérialité, c'est quelque chose qui est plutôt assez facile à prendre en considération dans le sens où ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a une réciprocité du financier et de l'extra-financier. Et c'est la pierre angulaire de la pensée intégrée. Et donc, dans ma démarche d'analyse des risques, je vais analyser mes risques d'impact en calculant déjà l'impact réel, en faisant un travail d'identification de risques pour anticiper un impact futur. Et ensuite, en ayant fait ce travail, j'utilise tout ce travail comme des drivers, comme des inducteurs qui vont, d'une manière ou d'une autre, impacter mon processus de planification financier. Donc, de ce point de vue-là,
la double matérialité, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose de relativement facile à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, on voit du côté gauche que même au niveau du TCFD, déjà, il y a de nombreuses années, et aujourd'hui, au niveau de l'IFRS, ils voient également les choses de cette manière-là. Ce qui amène un niveau de complexité supérieur, et ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être traiter dans un deuxième temps, de mon point de vue, c'est l'intégration de toutes les parties prenantes et l'avis de toutes les parties prenantes dans la manière d'évaluer la matérialité d'impact, en fait, comme on l'appelle. Et ça, c'est vrai que ça apporte un niveau de complexité supplémentaire. Mais à nouveau, moi, je le vois comme un projet de 5 ans, avec des itérations et avec une complexification et une augmentation en maturité sur la durée. Mais je ne suis pas persuadé, en fait, qu'une approche Big Bang où on dit identifions toutes les parties prenantes dans toutes les zones géographiques où nous sommes actifs et faisons-les intervenir dans la discussion et prenons en considération tout ce qu'elles disent pour construire notre premier rapport. Ça, c'est une approche Big Bang qui, de mon point de vue, est faisable, mais ambitieuse. Voilà. Le dernier point qu'il faut prendre en considération, c'est la notion de diligence raisonnable. Donc, en fait, on décline en général bonne gouvernance, vigilance ou vigilance raisonnable, et de là, on arrive en général sur une gestion des risques professionnels avec une mise en place d'un certain nombre de contrôles pour monitorer l'état, voire de contrôles pour permettre de mitiger ou d'atténuer la matérialisation d'un risque. En gros, c'est de ça dont on parle. Et pour faire ça, il existe depuis très très longtemps à nouveau un acronyme qui s'appelle GRC, qui est omniprésent dans le secteur financier, banque, assurance, depuis très longtemps, qui est également très présent pour les entreprises qui ont une obligation de se conformer à la directive Sarbanes-Oxley. Et pour les autres, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui est maîtrisé et qui est documenté. Et d'ailleurs, il est documenté par une organisation qui fait ça depuis 30 ans, qui s'appelle le COSO, et qui a commencé son travail un peu avant la loi SOX, et qui a continué à le développer en le faisant converger vers là où on est aujourd'hui. Et on voit en fait qu'initialement, en 92, je crois, ce n'était qu'un système de contrôle. Ensuite, on est passé à l'intégration des processus opérationnels avec les contrôles. Et donc, on a basculé du contrôle classique à la gestion du risque. Et en 2017, ils ont intégré la dimension stratégique. Et c'est exactement ce que je viens de vous raconter ces 15 dernières minutes. On a basculé en fait vers l'intégration de la gestion du risque dans la planification financière. Et d'ailleurs, ils ont écrit en 2023 un document et ont remis à jour en fait toute leur documentation pour intégrer la notion ESG dans leur approche. Donc, en termes méthodologiques, comme on avait en fait les diagrammes d'entrée-sortie dans le découpage de la chaîne de valeur, je trouve en fait que la méthode nœud papillon, bow tie, qui est souvent utilisée en fait dans la gestion des risques, est une manière en fait très commode, de mettre en œuvre la gestion des risques, et de communiquer le résultat de cette gestion des risques. Donc, on voit ici, en fait, un exemple théorique. Dans le slide suivant, j'ai un exemple pratique, bon, qui n'est pas directement lié, en fait, au monde de l'ESG, mais qui est facile à comprendre pour tout le monde. Donc, au milieu, on retrouve toujours, en fait, cette notion de contrôle.
Donc, ici, c'est la perte de contrôle d'un véhicule. Mais dans notre cas de figure, c'est est-ce que les émissions CO2, gaz à effet de serre, sont sous contrôle? Est-ce que la gestion des déchets sont sous contrôle? Est-ce que mon utilisation de l'eau est sous contrôle? Donc ça, c'est la question finalement centrale. Et ensuite, à côté, du côté gauche, je vais avoir quelles sont les menaces qui pourraient déclencher une perte de contrôle. Et du côté droit, je vais avoir quels sont les effets probables. Puis ensuite, on va avoir tout un ensemble de contrôles intermédiaires qui vont être du type comment pouvons-nous éviter l'événement indésirable? Comment pouvons-nous l'atténuer en cas de matérialisation? Et éventuellement, comment pouvons-nous mitiger en fait l'impact si vraiment la situation le demande? Et autour de tout ça, il y a toujours la question à se poser de manière régulière, c'est est-ce que mes contrôles pourraient être défaillants? Parce qu'évidemment, la situation change, la volatilité augmente ou diminue. Il existe des événements de risque qui se produisent dans une géographie, dans une autre entreprise. Et donc, je dois rester en fait en surveillance de tout ça pour m'assurer que mon modèle papillon soit toujours à jour. Donc voilà. Donc, en gros, voilà ce qu'on doit essayer d'implémenter en termes de solutions logicielles et en termes de méthodologie. Et là, je vais vous montrer de manière assez rapide comment on s'y prendrait pour arriver à ce résultat. De 1, il faut un logiciel. Donc, si je prends notre logiciel, Talentia CPM, de 1, je le redis, mais je l'ai déjà mentionné, en une vingtaine de jours, 25 jours peut-être, vous avez une première itération du processus qui a été mise en œuvre et exécutée, et vous voyez le premier résultat, et vous avez pris en main en fait la solution. Cette solution, elle permet de quoi? Elle permet de collecter des informations de vos sources de données, voire de collecter de l'information manuelle à travers des formulaires, de stocker cette information de manière centralisée dans une base de données, d'exécuter éventuellement des calculs, des conversions, des transformations, et de restituer cette information à travers des modèles Office, Excel, Word ou PowerPoint. Donc, on utilise vraiment en fait l'interface Office pour produire le visuel. Par contre, les données sont toujours stockées de manière centralisée avec une gestion du cycle de vie de la donnée et avec des pistes d'audit, des capacités de commenter l'information, de lier des attachements, etc. Et la dernière étape de tout ça, et c'est demandé en fait par la CSRD, c'est la capacité de produire de manière automatique un document XBRL plus XHTML, parce qu'en fait, c'est le nouveau format qui sera attendu, qui est attendu en fait au niveau IFRS par l'ESEF depuis 2-3 ans maintenant, et qui sera également attendu exactement dans la même approche par la CSRD lorsque l'EFRAG aura publié la taxonomie, et c'est prévu, je crois, d'ici 1 ou 2 mois. Donc ça, c'est l'outil intégré de bout en bout avec un audit de la donnée. On sait toujours qui a chargé quoi, qui a changé quoi, à quel moment, pourquoi. Donc, on a un contrôle total, en fait, du cycle de vie de la donnée. Et pour mettre en œuvre tout ce que j'ai mentionné avant, il nous faut, en fait, un modèle dimensionnel qui est relativement illimité. Donc, chaque fois que j'ai besoin de rajouter une dimension, parce que je veux traiter d'une problématique de risque, je rajoute une dimension risque. Je veux traiter en fait de contrôle ou je veux superviser des contrôles, je rajoute une dimension contrôle. Je veux gérer des projets de transition, des projets de transformation. Je peux intégrer ces projets, les piloter de manière opérationnelle et suivre aussi la dimension financière. Ça, c'est des modèles en fait que je peux mettre très facilement en place dans la solution. Et comme j'ai dit avant, au bout d'une vingtaine de jours de projet, je suis autonome pour faire évoluer moi-même en fait l'environnement. Donc, on ne parle pas d'IT, on ne parle pas de projet informatique classique,
on parle vraiment de projet business et de la montée en puissance d'un espèce de business information hub, comme j'ai tendance à l'appeler. Donc, on voit ici, première étape, modèle principal, un tableau croisé entre mes périmètres ESG, où est-ce que je collecte de l'information, et l'ensemble des indicateurs pour lesquels je veux collecter. Une fois que j'ai collecté pour les indicateurs, que j'ai mes périmètres, je peux commencer en fait à synthétiser cette information et créer mon premier rapport. Une fois que j'ai cette base de travail, ensuite je développe les sous-modèles. Les risques, les contrôles, les initiatives, des plans d'action, des projets. Donc là, juste pour illustrer, mais vraiment en 2 minutes, la manière dont on ferait dans l'outil, ici, vous voyez en fait la liste de l'ensemble des indicateurs. Donc là, dans le cas particulier, j'ai chargé l'ensemble des indicateurs du GRI. Je pourrais prendre ceux de l'EFRAG. Je ne vais pas forcément tous les utiliser, mais ils ont le mérite d'être là. C'est ma base de travail. Ensuite, pardon, ça va trop vite. Ensuite, je mets en place un workflow avec mes périmètres, mes entités d'analyse et éventuellement mes entités de reporting et également mes entités légales. Et je structure le processus de collecte de l'information pour les indicateurs qui me paraissent pertinents au moment où je traite cette itération à travers ce workflow. Pour collecter l'information, je peux soit la charger directement, soit je construis en fait simplement des formulaires comme on voit ici, soit pour entrer du narratif, exemple 1, soit pour entrer du quantitatif, exemple 2. Donc, une fois de plus, les formulaires, le visuel, c'est Word, Excel, PowerPoint. Par contre, la donnée est toujours stockée centralement de manière sécurisée avec la piste d'audit, etc. Ensuite, une fois que j'ai les données, je peux exécuter des calculs. Donc, je vais également stocker l'ensemble des hypothèses de conversion ou les hypothèses pour mes scénarios dans la base. Et je vais à nouveau exécuter les calculs, exécuter les scénarios de la même manière à travers des formulaires qui, eux, n'auront pas vocation à être publiés, mais auront vocation à supporter en fait mon processus de réflexion, de calcul et de simulation. In fine, je remets toute cette information ensemble et je la fais converger vers l'outil de restitution qui, au départ, est le document Word, duquel je vais produire, dans lequel je vais produire des tableaux, des graphiques ou du narratif qui va directement être extrait de la base de données. Et in fine, ce document Word va être transformé en XHTML et va être utilisé pour faire le tagging XBRL et donc pour produire le package final qui est attendu par la réglementation, qui est la combinaison XHTML plus tagging XBRL. Voilà. Donc, on a fait le processus de bout en bout, d'abord de manière théorique, ensuite de manière un peu plus pratique en s'appuyant sur l'outil. Et je l'ai mentionné au début, je le rementionne rapidement maintenant, mais c'est vrai que le temps passe. Une solution de type SaaS native comme la nôtre est intéressante pour 2 raisons. La première, c'est que le logiciel est obligé de s'adapter en permanence en fait à l'évolution de la réglementation parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui changent quasiment tous les jours. Donc voilà, de manière mensuelle, le logiciel évolue de ce point de vue-là. Et également, l'intérêt d'avoir en fait un environnement SaaS, c'est que si vous souhaitez nous impliquer pour vous aider, si vous souhaitez impliquer en fait des sociétés tierces pour vous conseiller, ici, vous avez en fait un environnement totalement sécurisé. C'est nous qui en prenons la responsabilité avec toutes les validations ISO 27001, SOC 1, SOC 2, etc. nécessaires pour garantir vraiment le niveau de sécurité maximum. Mais en même temps, si vous le décidez, vous pouvez ouvrir l'accès à d'autres pour avoir une collaboration facilitée. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître un détail, mais on s'est rendu compte sur des environnements on-premise, puisqu'en fait, on fait pas mal de consulting aussi, on perd toujours énormément de temps pour obtenir l'accès en fait à l'environnement. Ici, nous, on vous garantit en fait la sécurité de l'environnement
et la mise à disposition d'un accès à partir du moment où vous l'acceptez est rapide. Donc, la notion de collaboration, de travail en équipe, de conseil est largement facilitée. Donc, slide final et conclusion. J'ai beaucoup parlé de papillon aujourd'hui, donc on termine avec la notion de papillon. Et surtout, je pense, ce qui est important à prendre en considération, c'est que pour passer de la chenille au papillon, surtout quand on met ça en contexte de la durée de vie d'un papillon, il faut beaucoup de temps. Donc, cette transformation, je pense qu'elle a démarré aujourd'hui. Elle n'est pas si complexe que ça, et dans la mesure où elle est itérative. Donc, voilà vraiment l'idée derrière ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et la conclusion, même si c'est quelque part prêcher pour ma paroisse, envisager un projet de ce type-là sans s'appuyer sur un outil qui permet vraiment de le soutenir sur la première itération, mais aussi dans la durée, lors des cycles suivants, là, par contre, je pense que c'est très, très ambitieux et assez risqué, et peut-être aussi générateur de frustration à moyen terme. Et c'est vrai que je pense que la thématique ESG, c'est une thématique qui va nous accompagner sur la durée. Donc, autant prendre du plaisir à mettre en œuvre et ne pas créer de frustration, et d'avoir en fait une gestion du changement la plus facilitée possible. Même si, voilà, ça reste un projet, donc il y a toujours aussi des risques et des défis qui vont émerger. Alors, en principe, je serais censé prendre des questions, mais je pense que… Tu peux, Dominique, tu peux en prendre quelques-unes ouais, dans ok. les favoris du chat, si tu veux, je les ai regroupées. Ah, super, merci. Je pensais qu'on était en retard, mais ça tombe bien, on n'est pas trop en retard. Donc, où placez-vous la comptabilité durable, double matérialité? Alors, la double matérialité, de mon point de vue, mais après, c'est vrai que c'est sujet à discussion, c'est plus une démarche d'identification et d'évaluation quantitative ou qualitative de risques, et d'alignement avec les parties prenantes qu'on aura choisies sur ce résultat. La comptabilité durable, je la vois plus sur la manière de calculer les émissions de gaz à effet de serre, voire en fait de calculer et de piloter au plus juste la production de déchets ou l'utilisation de l'eau. Donc, c'est lié, mais disons, voilà, je vois quand même les deux sujets comme étant un peu découplés, mais complémentaires. Alors, pour vous, l'ESG est une affaire de comptable ou d'ingénieur? Alors, ça, c'est une question qui est vraiment intéressante, parce que j'ai dû faire environ une quarantaine de discussions ESG ces dernières semaines. Et au sein de la société, je parle toujours avec des personnes provenant de départements différents. Je parle avec des juristes, je parle avec des gens des ressources humaines, je parle avec des gens de la communication, avec des gens de la finance, le plus souvent, mais c'est notre biais parce qu'on vient en fait du monde de la finance. Dernièrement, j'ai parlé avec les gens provenant de la qualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'affaire de tout le monde, mais qu'il faut un chef de projet qui coordonne l'ensemble et qui prend la responsabilité de la mise en œuvre. Mais par contre, et ça c'est clairement un défi, il va falloir que tout le monde se parle et que tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. Et ça, évidemment, c'est à partir du moment où on sort de cette idée que l'objectif unique, c'est de produire un rapport. Parce qu'évidemment, si l'objectif unique est de produire un rapport à la greenwashing, comme on le fait depuis longtemps, voilà, on peut dire, voilà, on met 3 personnes dans une pièce et elles travaillent pendant 3 mois et elles produisent le rapport. Mais à partir du moment où on souhaite intégrer la notion de double matérialité, la notion de vigilance,
la notion de gestion des risques, de bonne gouvernance, là, c'est l'affaire de tout le monde. Parce qu'au niveau juridique, clairement, dans un premier temps, au niveau des fournisseurs, on va leur envoyer un questionnaire, mais dans un deuxième temps, on va intégrer dans les contrats ce qu'on attend d'eux au niveau de la thématique ESG. Et donc, ça deviendra contraignant, d'où l'importance du juridique également. Je prends encore une question et puis ensuite, je répondrai à toutes les autres par écrit lorsqu'on vous enverra la présentation parce qu'il y a quand même énormément de questions et je suis déjà un peu en retard. Alors, une question dans l'air du temps. Votre outil dispose-t-il de l'IA pour aider à la rédaction du rapport et le traitement des données? Alors, j'ai envie de dire, pour le moment, si on voulait mettre en œuvre de l'IA, ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait, par exemple, exporter des commentaires, donc des commentaires qu'on récolterait en fait à un niveau granulaire, les injecter dans une IA pour qu'en fait, elle en fasse une synthèse. Et je réintègre la synthèse produite par l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais l'IA, de ce point de vue-là, n'est pas dans notre outil. Dans un deuxième temps, et ça, c'est quelque chose qu'on prévoit pour l'année prochaine, étant donné que nous, notre SaaS, il est Azure, on prévoit en fait d'intégrer Copilot dans l'outil. Donc, on va avoir là la possibilité, avec le Copilot Azure, de faire ce même exercice en fait directement dans l'outil. Et peut-être pour conclure, j'ai envie de dire, l'IA sera certainement très présente dans toute cette démarche dans quelques années, mais je pense quand même que pour énormément de sociétés, ce que j'ai décrit dans la méthodologie et dans la démarche, ça va probablement prendre 1 ou 2 ans à mettre en œuvre, à s'approprier, à pousser le changement également d'un point de vue culturel dans l'organisation, voire dans la chaîne de valeur. Et seulement après, en fait, on va penser à des choses aussi sophistiquées que l'IA, parce que c'est vrai qu'on se rend compte dans la collecte des commentaires, un commentaire sur 10 qui est collecté, en termes de contenu, ça reste encore relativement faible. On sent que la maturité des organisations et des gens qui contribuent sur ce type de sujet ont besoin d'apprendre, ont besoin d'expérimenter, ont besoin d'échanger. Et ça prend du temps, en fait. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, j'ai envie de dire, travaillons d'abord sur la qualité des données, qu'elles soient quantitatives ou narratives, pendant les 2 premières itérations. Et ensuite, on verra comment on pourra automatiser et rendre tout ce process beaucoup plus sophistiqué. Donc voilà, je vous ai gardé un peu plus longtemps que prévu. J'espère que ça a été une présentation intéressante. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Au revoir.